littoral a toujours été un espace mouvant, soumis aux forces considérables de la mer, du vent et des fleuves côtiers. Attiré par les ressources naturelles qu'offrent ces milieux, l'homme se rapproche progressivement de la mer. Il fixe le trait de côte à son avantage pour y développer ses activités, souvent en gagnant sur la mer. Avec le changement climatique, ces enjeux humains situés sur le littoral se trouvent davantage exposés aux aléas d'érosion et de submersion. Face à ces problématiques, il y a 3 stratégies possibles. On peut résister, c'est possible, c'est parfois nécessaire dans des endroits fortement urbanisés. En revanche, c'est coûteux et on n'a pas de certitude que ça puisse être garanti et efficace très longtemps. La deuxième stratégie, c'est de laisser faire, de voir ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, c'est impensable, vu qu'il y a des événements qui nous rappellent que ce phénomène est à l'œuvre, et donc on ne peut pas imaginer ne rien faire. Mais il y a une troisième stratégie qui consiste à s'adapter, que nous appelons la gestion souple du trait de côte. Encore nouvelle en France, ces stratégies de gestion souple sont déjà mises en œuvre, notamment en Angleterre et aux Pays-Bas. Ces travaux servent d'inspiration au projet Adapto, initié en 2017 par le Conservatoire du Littoral et financé par le programme LIFE de l'Union européenne. Un projet qui vise à expérimenter la gestion souple du trait de côte sur 10 territoires du littoral français. La gestion souple du trait de côte, c'est tirer parti de la présence de milieux naturels pour participer à la protection des territoires. Lorsqu'on prend un territoire comme celui-ci, si on accepte d'en laisser une partie à la mer, c'est une partie qui va permettre aux vagues, à la houle, aux tempêtes, de libérer leur énergie, de s'étendre et finalement d'arriver avec moins de force sur les défenses qu'on aura mises un peu en arrière. On peut faire la même chose avec des dunes, qui sont des milieux très mobiles. Le sable peut rouler sur lui-même avec le vent et ça forme des masses sédimentaires que la mer peut faire avancer, faire reculer, mais qui se maintiennent comme des protections également pour le territoire qui se trouve en arrière. Cette stratégie peut se combiner bien sûr avec d'autres ouvrages plus classiques de génie civil, mais qui seront placés de façon un peu plus parcimonieuse, donc moins coûteuse et plus efficace, car moins soumis à l'énergie directe de la mer. Situé sur la rive droite de l'estuaire de la Gironde, l'ancien polder de Mortagne-sur-Gironde témoigne d'une reconnexion marine réussie. Le site a connu 30 ans de culture céréalière intensive. Qu'est-ce qui a généré cette activité? C'est d'abord un grand tassement des sols. Donc ce polder cultivé s'est retrouvé au fil du temps 90 cm en dessous de la Gironde. Et par la suite, donc, un événement exceptionnel s'est produit en 99, qui était la tempête Martin, qui a créé des brèches, au fait, qui a fragilisé entièrement la digue que les exploitants céréaliers avaient érigée. Lorsqu'on reconnecte à la mer une zone poldérisée, à chaque marée haute, la mer va amener des sédiments. Et quand la mer va se retirer, le fond de la vasière va s'élever de plusieurs centimètres par an. Et au bout d'un moment, la végétation va revenir. Et cette végétation va encore capter plus de sédiments et le sol va encore continuer à s'élever. Mais ce qu'il faut noter, c'est la rapidité d'évolution et la restauration de ces milieux qui, finalement, donc en l'espace d'un peu plus d'une quinzaine d'années, on a récupéré plus de 90 cm. On voyait bien, notamment à Xynthia, que les présalés les plus anciens ont joué leur rôle tampon. Et maintenant qu'on a retrouvé un niveau d'exhaussement qui est beaucoup plus important, on s'attend à ce que la protection sur les submersions soit assurée dans le cas d'un événement qui se reproduirait. Sur la façade méditerranéenne, le site des Vieux Salins d'Hyères est lui aussi menacé d'érosion et de submersion. Dans les années 80, des enrochements ont été installés pour fixer le trait de côte. Ils accentuent toutefois sur le long terme le phénomène d'érosion sur le cordon dunaire adjacent, ce qui engendre un risque d'intrusion marine dans le canal d'alimentation des Salins, voire dans le village. Si la solution de tout enrocher a rapidement été écartée, une autre piste a été explorée. Deuxième solution, c'est la renaturation, c'est-à-dire enlever les enrochements à un endroit où on peut accepter que la mer rentre. Or derrière, nous avons l'étang dit des Anglais et on a pris la décision d'enlever les rochers pour laisser retourner un équilibre de la nature en fait. Et donc on peut penser qu'aux alentours de 2050, il y aura de temps en temps la mer qui rentrera dans l'étang des Anglais.
Nous avons prévu d'ores et déjà de déplacer le sentier du littoral. On a prévu aussi de remonter les dunes de telle façon que là, on n'acceptera pas que la mer rentre. Tout simplement pour protéger le village des Salins et les Salins en général. Si ce compromis a finalement pu être trouvé, le projet a d'abord suscité certaines inquiétudes. Il y a deux problématiques concurrentes. Il y a une problématique qui est celle de l'érosion qu'il faut bien surprendre en compte et essayer de gérer. Mais il y a aussi une autre problématique, une problématique humaine, c'est que c'est une tradition séculaire d'avoir un cordon ombilical en bord de mer qui est une promenade et qui fait partie de la culture locale. Afin de permettre à l'étang de l'Anglais de jouer son rôle de soupape hydraulique en prévision de futurs événements tempétueux, seule la portion du sentier qui sépare la mer de l'étang de l'Anglais sera détournée vers l'intérieur des Salins. Comme à Salnel, petit village côtier de l'estuaire de l'Orne, les projets de gestion souple du trait de côte se heurtent souvent à l'incompréhension des usagers et riverains. Alors que la réouverture à la mer des terrains françois avait été validée par toutes les instances, l'initiative a suscité de vives réactions. Le fait de faire sauter une digue, ça fait naturellement peur aux gens. Et la deuxième chose, il y a eu une crainte un petit peu, je dirais, par rapport à la technocratie. Donc le projet a été vécu un petit peu comme tombant du ciel, sans qu'ils aient leur mot à dire. En fait, il y a eu deux éléments. C'était le sentier, le fait que les gens puissent continuer à profiter de leur estuaire, c'est-à-dire d'avoir un accès direct en tant que Salnelais dans l'estuaire de l'Orne. Et puis la deuxième dimension, c'était le fait du changement de paysage. Moi, je pense que des structures comme les CPIE, qui sont implantées sur les territoires, on a la capacité à avoir des éléments de conviction ou de pédagogie en amont qui permettraient, je pense, d'éviter que ça monte de façon particulièrement conflictuelle, comme ça a été un peu le cas ici. Un nouvel ouvrage hydraulique devrait finalement être installé pour permettre la continuité du cheminement actuel. Un projet comme celui-ci doit aussi composer avec les enjeux réglementaires liés aux différentes politiques publiques concernées. Sur ce projet, il y a également nécessité d'établir une autorisation environnementale qui va tenir compte des différents aspects, que ce soit sur l'eau ou en matière de biodiversité, et va intégrer une évaluation d'incidence Natura 2000. Et en parallèle, la digue actuelle a été déclassée. En matière d'urbanisme, les actions doivent elles aussi tenir compte des enjeux des autres politiques publiques, telles que par exemple la gestion économe de l'espace ou encore la protection des populations. Retour sur la façade atlantique, dans le marais de Brouage. Sur ce site gagné progressivement sur la mer, se côtoient des usages agricoles et ostréicoles, ainsi qu'une réserve naturelle. Mais une brèche est apparue en 2018 sur la digue la plus récente, en même temps que se déployait sur le site la démarche du projet Adapto. Alors que supprimer la digue restait une question inabordable 4 ans auparavant, c'est l'entrée paysagère qui a permis de rassembler habitants, élus et exploitants autour de la table. Pour renouer avec l'histoire du marais, alternativement sauvage et domestiqué, et retrouver un lien sensible à son territoire. Dans ce croisement d'études, qui sont des études paysagères, des études de scénarios hydrosédimentaires avec le BRGM, puis des études de milieu faites par la LPO, mais aussi évidemment de prendre en compte les socio-économiques, les socio-professionnels, évidemment la perception sociale aussi qui avait toute son importance. On a pu croiser cet ensemble de données et imaginer le projet de territoire de demain. Alors là où on a eu une chance, c'est que les élus sont beaucoup emparés de cette démarche expérimentale pour la généraliser et pour imaginer un projet beaucoup plus large et beaucoup plus grand. Pour mieux comprendre l'évolution de la biodiversité liée à la gestion souple du trait de côte, le Conservatoire du Littoral a fait appel au Muséum national d'histoire naturelle pour développer un indicateur de qualité écologique adapté aux milieux littoraux. Certes, il y a des milieux qui vont disparaître, mais d'autres milieux vont se créer. Donc, quel que soit le nouveau milieu que l'on crée, à partir du moment où on le laisse
globalement naturel, c'est tout un nouveau cortège d'espèces qui se met en place, où on peut avoir des nouvelles espèces qui peuvent être des espèces patrimoniales, donc une vraie plus-value pour le territoire. On peut aussi avoir des espèces qu'on appelle des espèces clés de voûte, qui maintiennent l'écosystème dans un bon état. Et là aussi, c'est aussi une aubaine et une opportunité pour le territoire qui est modifié. La prise en compte des risques littoraux a été confiée au Bureau de recherche géologique et minière, bénéficiaire associé du projet LIFE Adapto. Le BRGM intervient dans deux types d'actions différentes dans ce projet. Une première plutôt sur la caractérisation des aléas. On regarde en fait, suivant les projets d'aménagement des sites du conservatoire, quelles vont être les conséquences sur la submersion et l'érosion. Et le deuxième type d'action qu'on réalise, c'est plus des suivis. Et une des difficultés qu'on rencontre principalement, c'est qu'on a encore du mal aujourd'hui à savoir ce que va devenir le site dépolderisé. Est-ce que la sédimentation à l'intérieur du site va être importante? Et c'est des choses qui font encore partie de la recherche, je pense. Ce travail de mise en relation de disciplines très éloignées les unes des autres prend du temps. Ce sera un des acquis majeurs du projet Adapto qui prendra fin en 2022. À la fin du programme Adapto, nous aurons tout de même 10 expériences, 10 démarches de gestion souple qui auront été mises en œuvre, qui auront été discutées avec les acteurs locaux et qui vont donc pouvoir servir d'exemple pour d'autres territoires. Donc il faudra organiser cette dissémination de cette expérience, constater également ce que les gens sont prêts à tester sur leur territoire, parce que ça peut faire peur de voir la mer avancer. Tout ce travail, forcément, va prendre encore au moins une dizaine d'années, je pense.